Merci, merci pour l'invitation. Donc moi, effectivement, je suis oncologue médicale, mais je suis vraiment spécialisée dans les cancers génito-urinaires. Donc ça a été un petit exercice pour moi d'essayer de vous donner une vision un peu globale en fait des chimio-immunos qu'on peut être amené à faire en oncologie médicale, parce que certes, on peut le faire en onco-uro, mais ça se fait surtout dans beaucoup d'autres tumeurs. Après, c'est intéressant, il y a pas mal d'analogies par rapport au topo que vous venez d'entendre sur les mélanomes et un peu les mêmes problématiques, les biomarqueurs, désormais la désescalade. Donc voilà. Alors, de mon point de vue, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on avait vraiment besoin en fait d'associer quelque chose à l'immunothérapie? C'est vrai que l'exemple du mélanome est assez enrichissant parce que c'est une tumeur qui est quand même assez sensible à l'immunothérapie, même en monothérapie et aussi en combo. Malheureusement, c'est pas le cas dans pas mal de tumeurs. Alors là, je vous ai donné l'exemple des trois cancers que je connais assez bien, de l'efficacité de la monothérapie d'immunothérapie et de l'efficacité de la chimiothérapie, qui est quand même quelque chose qu'on fait depuis plusieurs décennies et qui, pendant longtemps, était vraiment le seul traitement dont on disposait. Et vous voyez qu'en fait, l'immunothérapie toute seule, ça marche chez certains malades, mais ça marche chez peu de patients, avec des taux de réponse objective qui varient de 1% pour la prostate et encore, jusqu'à 15-20% dans le cancer de la vessie ou le cancer du rein. Par contre, il y a une très très longue durée de réponse. Quand les malades y répondent à l'immunothérapie, souvent ils répondent quand même assez longtemps. Et par contre, la chimiothérapie, en général, ça va marcher plus volontiers chez plus de patients, à l'exception du cancer du rein, où c'est vraiment une tumeur chimio-résistante. Mais vous voyez, quand on le fait dans le cancer de la vessie, il y a un malade sur deux qui va avoir en fait une diminution d'au moins 30% des lésions cibles. Et par contre, malheureusement, ça a un effet pour la majorité des patients assez limité dans le temps. Donc finalement, on avait besoin d'avoir plus de patients qui répondent à l'immuno et des malades qui répondent peut-être plus longtemps à la chimiothérapie. Donc ça, c'était une des premières raisons. Évidemment, on sait aussi que d'une tumeur à l'autre, d'un organe à l'autre, le micro-environnement immunitaire n'est pas le même et qu'il y a certaines tumeurs qui sont qualifiées comme des tumeurs froides ou carrément complètement désertées des cellules immunitaires et pour lesquelles là-dessus, l'immunothérapie toute seule risque de ne pas fonctionner. Donc on sait qu'il y a cette hétérogénéité et que probablement pour certains patients, il y a quand même un rationnel à se dire d'ajouter quelque chose d'autre que l'immunothérapie pour potentialiser l'effet du traitement. Et puis l'autre angoisse qu'on peut avoir en pratique, et malheureusement on est incapable pour l'instant de le prédire, c'est d'identifier les patients qui vont progresser sous immunothérapie, et notamment les hyperprogressions, qui est un terme qui s'est pas mal développé avec l'arrivée des immunothérapies euh, et dont la définition n'est pas forcément très consensuelle, mais il y a clairement des patients qui vont progresser d'emblée. On a l'impression que certains patients, on les aggrave. Quand on fait de l'immunothérapie en monothérapie, ils vont progresser plus rapidement qu'ils n'auraient progressé si on n'avait rien fait ou fait un autre traitement. Et ça, on le voit assez bien dans les études. Là, je vous en ai mis deux pour les illustrer. L'immunothérapie dans le cancer urothélial à droite, où vous voyez en fait que la courbe du pembrolizumab, au début, c'est la courbe de survie. Donc, c'est les malades qui meurent. Il y a plus de malades qui meurent au début. Et après, en fait, la courbe repasse au-dessus. Et l'autre courbe, c'est dans les cancers ORL. Et c'est vrai que c'est aussi une problématique qu'on va avoir parce que les cancers ORL, souvent, ils sont mal placés et qu'une tumeur ORL qui se met à progresser, voire à hyper progresser, les patients peuvent faire des détresses respiratoires et mourir ou devoir être trachéotomisés en urgence. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette angoisse-là de l'hyperprogression sous les monothérapies d'immunothérapie qu'en fait, on ne voit pas quand on associe l'immunothérapie à la chimiothérapie. Alors, est-ce qu'il y avait un rationnel? C'est vrai que nous, en oncologie, on a cette culture-là de se dire, quand on associe des traitements, on essaie d'associer des traitements qui agissent différemment. C'est ce qu'on faisait avec les polychimiothérapies, où on associait des molécules qui avaient des mécanismes d'action un peu différents. Et donc, il y avait ce rationnel de se dire, je vais combiner un traitement qui va jouer plutôt sur la division cellulaire, le cycle cellulaire. Alors, en fonction des molécules de chimio, ça va soit empêcher la polymérisation ou la dépolymérisation des microtubules, ça peut empêcher la synthèse de l'ADN, ça peut induire des cassures simple brin ou double brin au niveau de l'ADN et forcément induire une mort cellulaire. Et à contrario, c'est vrai que l'immunothérapie s'agit complètement différemment en essayant justement d'empêcher en fait l'inhibition induite par la cellule tumorale du système immunitaire et de la réponse immunitaire antitumorale. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que en fait, la chimiothérapie, au-delà de son effet sur le cycle cellulaire, on sait qu'il y a aussi un impact sur le micro-environnement immunitaire, que ça a des propriétés en fait immunostimulatrices en jouant sur les cellules immunitaires, qu'elles aient des activités en fait pro-inflammatoires ou des activités plutôt d'immunosuppression. On sait aussi que certaines molécules de chimiothérapie peuvent modifier la positivité d'expression de PDL1 sur les cellules cancéreuses
Et c'est vrai que depuis l'arrivée de l'immunothérapie, il y a maintenant presque 15 ans, les premiers papiers, c'était dans le mélanome en 2010 de mémoire. Tout le monde s'accorde à dire que PDL1, le CPS, le TPS, c'est pas un bon biomarqueur, mais malheureusement, c'est pour l'instant le seul qu'on utilise en pratique courante. Et c'est vrai qu'on sait que de faire de la chimiothérapie, ça impacte en fait, ça augmenterait l'expression de PDL1 sur les cellules cancéreuses et donc peut-être sensibiliserait une cellule cancéreuse à une immunothérapie qui cible PDL1. Et puis enfin, on sait aussi que certaines chimiothérapies peuvent induire ce qu'on appelle la mort immunogène, c'est-à-dire une mort cellulaire qui va plus volontiers activer le système immunitaire et induire justement une réponse immunitaire antitumorale. Mais ce n'est pas forcément le cas avec toutes les molécules de chimiothérapie, donc on ne peut pas non plus combiner n'importe quelle chimio à n'importe quelle immunothérapie. Et donc, il y avait quand même voilà, ce rationnel à se dire, bah, il y a peut-être au moins un effet additif, peut-être synergique, d'associer à la fois la chimio et l'immunothérapie. Et là, je vous ai mis un exemple intéressant. Alors, c'est vrai que dans le carcinome urothélial, il n'y a pas d'indication pour l'instant à associer chimio et immunothérapie, mais il y a eu pas mal d'études, notamment des phases 3 qui ont été faites, 3 études de phase 3. Et là, c'est intéressant parce que dans les analyses en sous-groupe, vous voyez là, la chimio qui était associée, c'était cisplatine gemcitabine. Et là, à droite, c'était avec du carboplatine gemcitabine. Et vous voyez qu'au niveau des courbes, bah, autant les courbes, quand on fait avec du carbone, on a l'impression qu'il n'y a aucun intérêt. Autant quand on le fait avec du cisplatine, il y a peut-être un bénéfice éventuel. Alors, c'est des analyses en sous-groupe à interpréter avec précaution, mais c'est juste pour souligner le fait que le choix du cytotoxique peut potentiellement impacter dans l'efficacité du combo. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on a comme données actuellement? Bah là, je vous ai recensé, alors j'espère avoir été exhaustive et n'avoir oublié aucune tumeur, mais globalement, je vous ai recensé les quelques pathologies pour lesquelles il y a une autorisation de mise sur le marché et un accès, en tout cas en France, d'associations chimio plus immunothérapie. Alors, j'espère que ça ne fera pas trop catalogue, mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va voir que malgré tout, d'une tumeur à l'autre, ça va pas mal varier et notamment l'impact du CPS ou du TPS. Donc à chaque fois, c'est des études de phase 3 avec des critères de jugement principaux qui étaient en général la survie globale. Donc c'est vraiment pas critiquable sur le plan méthodologique. Là, je vous ai cité l'exemple du cancer du col métastatique. Donc là, en France, c'est approuvé parce que, bah, il y avait un bénéfice en survie globale. Et vous voyez qu'en fait, quand on regarde l'analyse en sous-groupe qui est là, on voit qu'en fait, si les patientes ont des tumeurs qui ont un CPS strictement inférieur à 1, il n'y a pas de bénéfice. Le hazard ratio est à 1, alors que pour les autres, il y a un bénéfice à le faire. Donc, l'AMM a été conditionné à ce marqueur-là. L'autre indication, le cancer de l'endomètre. Là, vous voyez que ça a été fait chez l'ensemble des patients et ils ont regardé en fait en fonction de l'instabilité microsatellite des tumeurs. Et vous voyez que le bénéfice, il est plus important pour les tumeurs MSI, il l'est moins pour les tumeurs MSS, mais néanmoins, le bénéfice existe quand même. Et donc, c'est vrai que l'AMM a été donné indépendamment du statut MSI. Dans le cancer du sein triple négatif, qui est un cancer qu'il faut savoir être un cancer d'assez mauvais pronostic, qui touche volontiers des femmes, notamment des femmes jeunes et pour lequel l'espérance de vie était quand même plus limitée que pour les autres types de cancers du sein, eh bien, vous voyez que là, il y avait un bénéfice à le faire avec une sélection des patientes en fonction du CPS, non pas à 1 cette fois-ci, mais à 10 ou plus. Donc, je souligne aussi la difficulté que c'est, à la fois, je pense, pour les oncologues médicaux généraux, mais aussi pour les anapathes de suivre justement toutes ces indications parce que, vous voyez, le score n'est pas toujours le même. Alors là, c'est plutôt le CPS, mais il y a aussi le TPS et le cut-off n'est pas le même. Donc, c'est quand même assez difficile en pratique de savoir quel score utiliser et de connaître vraiment de tête toutes ces indications. Là, c'est dans le cancer ORL. Alors là, c'est intéressant parce que c'était une étude à 3 bras. Un bras chimiothérapie seul, un bras chimio-immuno et un bras immuno seul. Et vous voyez qu'en fait, le bénéfice de la chimio-immuno, il était retrouvé dès le CPS supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est ce qui est sur la gauche du diaporama. Mais il y avait aussi un bénéfice à faire le Pimbro en monothérapie. Donc en pratique, un patient qui a un cancer ORL avec un CPS supérieur ou égal à 1, on a le choix de faire soit de la monothérapie d'immunothérapie, soit l'association chimio-immuno. Et c'est vrai qu'en pratique, bah, il y a des avantages et des inconvénients, hein. C'est sûr qu'une monothérapie d'immunothérapie, c'est très confortable pour le patient. Il y a peu d'effets secondaires. En termes de qualité de vie, c'est vraiment optimal. Néanmoins, bah, il y a toujours ce risque d'hyperprogression dont je vous parlais. Donc c'est vrai que sur des tumeurs potentiellement un peu menaçantes, les cliniciens préfèrent en général d'associer la chimiothérapie à l'immunothérapie pour justement limiter ce risque d'hyperprogression.
Dans le cancer du poumon, évidemment, alors là, dans le cancer du poumon, il y a les cancers à petites cellules dont je parlerai après, il y a les cancers à non petites cellules et il y a les adénocas et les carcinomes épidermoïdes. Donc là, c'est les adénocas où vous voyez qu'il y avait un bénéfice à associer la chimio et l'immuno et que là, le score qui était regardé, donc qui était le TPS, donc on regardait l'expression de PDL1 uniquement sur les cellules tumorales, alors que le CPS, on regarde sur les cellules tumorales et immunitaires. Et donc, il y avait un bénéfice indépendamment du score PDL1 et donc une autorisation de mise sur le marché chez l'ensemble des patients indépendamment du statut. Et puis dans les épidermoïdes, bah, globalement, c'est à peu près pareil. Donc c'est assez simple. Et puis dans le cancer pulmonaire à petites cellules, qui est un cancer très agressif avec un pronostic assez sombre, qui en général répond très bien à la chimiothérapie, mais pas longtemps, il y a un bénéfice qui a été rapporté d'ajouter cette fois-ci la tezolizumab. Jusqu'à maintenant, je vous ai surtout parlé des anti-PD1. Principalement, c'est le Pimbro et le Nivo, hein. Et là, c'est un anti-PDL1, donc la tezolizumab, avec un bénéfice de 2 mois en termes de différence de médiane et de à peu près 1 mois en termes de survie globale. Donc là, on parle de médiane. C'est un bénéfice qui est très modeste en clinique. C'est vrai que 2 mois, on se dit, est-ce que c'est pertinent? Bah, néanmoins, comme il y a quand même très peu d'alternatives à la chimiothérapie au moment où les patients progressent, ça a quand même été approuvé. Et puis enfin, bah, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça survient aussi à des stades localisés. Et là, je vous ai cité l'exemple du cancer du sein encore triple négatif, mais cette fois-ci au stade localisé. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même un peu plus récent parce que, comme le disait Eric Tartour en introduction sur le mélanome, bah, c'est vrai qu'ils ont vraiment quelques années d'avance par rapport à nous. Et nous, l'immunothérapie commence à arriver au stade localisé parce que jusqu'à maintenant, je vous parlais surtout des stades métastatiques. Et c'est vrai que bah, ça, c'était une première donnée intéressante où en fait les chimio-immunos en oncologie en général désormais sont vraiment positionnés en périopératoire, c'est-à-dire à la fois en néoadjuvant mais aussi en adjuvant. Donc on commence par la chimio-immuno, on opère les patients et puis après on fait l'immunothérapie en adjuvant pour avoir en général une durée de traitement d'à peu près 1 an avec un bénéfice en termes d'événements sans récidive, ce qui est désormais de plus en plus souvent utilisé comme critère de jugement principal pour les maladies localisées, même si on aurait préféré que ce soit la survie globale. Et on voit aussi que d'ajouter en fait de l'immunothérapie à la chimiothérapie augmente aussi le taux de réponse histologique complète ou majeure. Et donc c'est vrai que désormais c'est devenu un standard de traitement. Et là encore, le score PDL1 n'impacte pas. Et puis encore plus récemment, dans le cancer du poumon localisé. Cette fois-ci, c'était à nouveau chimio plus immunothérapie en néoadjuvant, avec cette fois-ci le nivolumab, avec là encore des très belles réponses en termes de réponse complète histologique, un bénéfice en survie sans récidive. Et là, le TPS impact. Donc là, c'est conditionné à la positivité de PDL1 supérieur ou égal à 1. Néanmoins, ça ne marche pas tout le temps. Parce que là, je vous dépeins les beaux essais qui ont permis de prolonger l'espérance de vie de nos patients. Mais on a aussi des tumeurs où on s'est un petit peu cassé les dents, donc notamment les cancers de l'ovaire. Donc là, je vous ai mis une des études qui a évalué la chimio-immuno dans les cancers de l'ovaire. Là, c'était avec l'atezolizumab, sachant que nous, en oncologie, l'atézo est quand même une molécule qui n'a eu aucune étude positive. Donc, ça a se demander si c'est finalement une molécule si efficace que ça, quand on voit les succès du Pimbro et du Nivo. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, il n'y avait pas de bénéfice majeur pour la PFS, même pas chez les PDL1+, et encore moins de bénéfices en survie globale. Et puis là où on s'y attendait un peu moins, c'est vrai que si j'avais dû parier sur une tumeur où ça marcherait, moi j'y croyais beaucoup dans le carcinome urothélial. Et en fait, non. Il y a eu 2 essais, donc ça je vous le disais, qui ont évalué chimio-immuno en association, même 3, pardon, 3 essais, sans bénéfice en fait en survie globale. Ça permettait d'augmenter un peu le taux de réponse objective, un petit peu la survie sans progression, mais pas de bénéfice en survie globale. Donc ça n'a pas été approuvé. La seule étude qui a très récemment été publiée et présentée, c'était en octobre dernier à notre congrès européen d'oncologie, c'est l'association Cisplat-GEM-Nivo. Donc, vous voyez que le Cisplat semble quand même jouer un rôle potentiel lorsqu'on l'associe à l'immunothérapie, où là, il y avait un bénéfice en survie globale qui a été rapporté. Il n'y a pour l'instant pas d'AMM européenne et pas de remboursement en France. Et là, cette fois-ci, le TPS ne semblait pas impacté. Alors, quid de la tolérance? On va passer assez rapidement parce que globalement,
En fait, les effets secondaires, ils s'additionnent. On a les effets secondaires de la chimiothérapie, ils ne sont pas plus importants quand on rajoute de l'immunothérapie. Et puis, il y a les effets secondaires de l'immunothérapie qui sont, somme toute, quand même, quand on le fait en monothérapie, relativement rares. Donc, finalement, on cumule les effets secondaires, mais ils restent assez facilement manageables, avec finalement assez peu d'effets secondaires sévères de grade 3, 4 ou de décès toxiques. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement la chimio est le meilleur partenaire à associer à l'immunothérapie? Parce que c'est vrai que l'oncologie, c'est une spécialité intéressante de mon point de vue, notamment parce que ça bouge en permanence. Et c'est vrai que en 2000, la révolution, c'était les thérapies ciblées avec l'arrivée de thérapies qui ciblaient HER2, le trastuzumab dans le cancer du sein. En 2010, c'était surtout l'arrivée de l'immunothérapie. Et puis, je dirais qu'en 2020, c'est l'arrivée d'une nouvelle classe que sont les ADC, les Antibody Drug Conjugates, les anticorps conjugués, qui vont, je pense, révolutionner le pronostic d'un certain nombre de patients. Et c'est le cas notamment dans le carcinome urothélial. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'enfortumab vedotin, qui est en fait un ADC. Alors le concept, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va utiliser un anticorps qui va cibler une protéine qui est censée être exprimée sur la majorité, voire toutes les cellules cancéreuses, auquel on va greffer en fait un cytotoxique, donc une chimiothérapie, une bonne vieille chimio, pour que l'ADC en fait se fixe sur la cellule cancéreuse, soit internalisé et relargue en intracellulaire le cytotoxique. Donc l'exemple de l'enfortumab vedotin, c'est que ça va cibler la nectine 4, qui était une protéine que personnellement je ne connaissais absolument pas avant l'arrivée de cet ADC dans le carcinome urothélial, mais qui en fait, semblerait-il, est quasiment toujours exprimée sur les cellules cancéreuses, en tout cas en métastatique, sur lequel on a greffé le MMAE, qui est en fait un poison du fuseau qui va inhiber la polymérisation des microtubules et donc empêcher la division cellulaire. Et en fait, c'est un produit, si on le donnait tel quel dans le sang, il serait beaucoup trop toxique. L'avantage, c'est que là, on en donne un peu moins vu qu'on le greffe sur l'anticorps. Et ça permet d'avoir des résultats assez impressionnants. Donc, on le faisait déjà en monothérapie dans le carcinome urothélial métastatique, pré-traité par chimio et par immuno. Et là, très récemment, au même congrès européen de cancérologie, on a eu les résultats de l'EV 302, qui est vraiment une étude majeure qui a fait beaucoup de bruit, qui en fait a comparé la chimio, qui était notre standard de traitement, à l'association EV plus pembrolizumab, avec des résultats assez bluffants, étant donné que la PFS et l'OS ont été doublés. Donc, c'est vraiment majeur quand je vous citais l'exemple du cancer pulmonaire où la différence de médiane de PFS et d'OS était de l'ordre de 1 mois, 2 mois. Bah là, en fait, en termes de médiane de survie, on passe de 16 mois dans le bras chimio à 31 mois dans le bras EV plus Pimbro. Donc, c'est vraiment une avancée majeure. Alors, malheureusement, on n'y a pas encore accès en France et je ne sais pas si un jour on y aura accès, mais le prix fixé aux États-Unis de l'injection, c'est 50 000 $. Alors aux États-Unis, ça coûte toujours plus cher qu'en Europe et qu'en France, mais néanmoins, c'est vrai que c'est deux molécules nouvelles, deux molécules onéreuses, et c'est pas ultra simple à produire ces ADC. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces résultats. Alors, on a d'autres données d'association avec d'autres ADC qui semblent aussi prometteuses, mais en tout cas, ces premières données-là sont vraiment très impressionnantes. Donc en conclusion, je pense qu'il y a un vrai bénéfice à combiner la chimio et l'immunothérapie pour augmenter le pourcentage de patients qui vont finalement répondre au traitement, pour limiter le risque d'hyperprogression et puis évidemment pour prolonger la durée de réponse au traitement, parce que je vous disais, la chimio seule en général ne guérit pas les patients, alors que lors qu'on introduit l'immunothérapie, on a quand même l'impression qu'il y a peut-être quelques patients qu'on arrivera à guérir. Et puis, les prochaines étapes sur le plan de la stratégie thérapeutique, finalement, elles sont assez similaires à celles proposées par le professeur Céleste Lebé, qui est toujours les biomarqueurs. Hein. C'est vrai qu'on en a besoin. Pour l'instant, on a PDL1, mais on voit bien que ce n'est pas un biomarqueur optimal. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants et c'est vrai qu'on peut se poser la question, par exemple, dans les cancers de l'endomètre qui sont MSI, qui ont l'air de très bien répondre à l'immunothérapie. Est-ce que vraiment on a besoin de leur faire de la chimiothérapie dès le départ? Et puis, il y a toute cette stratégie de désescalade, c'est-à-dire que dans les cancers du sein triple négatif, le cancer du sein, c'est quand même une maladie. Quand on fait de la chimiothérapie, c'est lourd, les femmes perdent leurs
cheveux, elles sont très fatiguées, elles traînent leur fatigue pendant au moins un an, y compris quand elles ont des stades localisés. Donc, ça a vraiment un impact sur la qualité de vie des malades. Et c'est vrai que on peut se demander est-ce qu'on ne peut pas faire une désescalade, notamment ne pas faire de chimiothérapie qui s'appelle les anthracyclines, qui sont celles qui leur donnent la nausée, les vomissements et leur font perdre les cheveux. L'autre question, quand on le fait en périopératoire, c'est de se dire on fait chimio-immuno en pré-op, on les opère, il n'y a plus de tumeurs résiduelles. Est-ce qu'il faut vraiment continuer avec de l'immunothérapie en adjuvant comme c'était fait dans les essais? Peut-être pas. Mais les essais de désescalade sont quand même compliqués à mener, partie pour des raisons financières, parce que bizarrement, les labos ne soutiennent pas toujours. Et puis, bien évidemment, le traitement local aussi, est-ce qu'on peut s'en passer? Et c'est vrai qu'un chirurgien m'avait fait la remarque un jour de me dire, finalement, maintenant, c'est nous le traitement adjuvant, c'est-à-dire que vous, avec vos traitements, vous les mettez en réponse complète, et puis nous, un peu de principe, on va venir les opérer derrière, mais finalement, on opère des malades qui en ont peut-être pas besoin. Après, le problème, c'est que designer des essais de stratégie thérapeutique sont quand même assez compliqué à faire. Et puis, bien évidemment, essayer d'identifier d'autres binômes que la chimiothérapie. Donc, je vous ai parlé des ADC. Il y a d'autres agents qui ciblent l'immunothérapie en cours de développement. Il y a aussi les thérapies ciblées. J'en ai pas parlé parce que c'est pas de la chimio, mais c'est vrai que dans le rein, on a bien vu quand même qu'il y avait un vrai bénéfice à l'associer aux anti-angiogéniques avec des résultats vraiment majeurs qui a transformé le pronostic des patients. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Non. Question piège? Non. Ouais. Non, non, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression qu'il y a certaines molécules qu'il est intéressant d'associer à l'immuno et d'autres pas. Euh, voilà. Bah oui, après, c'est vrai que l'immunothérapie, typiquement dans les poumons, alors moi, je fais pas de poumons, hein, donc c'est voilà, c'est il y a peut-être certaines personnes qui connaissent mieux ça que moi, mais globalement, on sait que par exemple dans le poumon où il y a d'autres drivers, en fait, c'est pas forcément le micro-environnement tumoral qui joue un rôle dans l'évolution de la tumeur, mais peut-être plus une addiction oncogénique à une mutation d'un gène. Ces tumeurs-là, en général, elles répondent pas bien à l'immunothérapie. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des bons candidats. Donc il y a clairement, je pense que l'immunité tumorale, elle joue un rôle important dans quasiment toutes les tumeurs, mais il est plus ou moins important. Et que c'est vrai que quand on a un driver, que ce soit une mutation EGFR ou ALK, qui prend le dessus, c'est peut-être pas la meilleure association à penser, parce qu'il semble pas vraiment répondre. Ah bah si, parce que les patients, s'ils ont une mutation qui sont faits systématiquement chez les patients métastatiques, ils sont en général pas inclus dans les essais et on leur fait pas ce traitement-là. Et maintenant, la nouveauté, c'est que pendant longtemps, on faisait que des thérapies ciblées avec les TKI. Maintenant, on se met à associer ça à de la chimiothérapie parce qu'on se rend compte qu'il y a, enfin, il y a des études récentes qui sont parues là-dessus et qui montraient qu'il y avait un intérêt.